Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à Confidence de presse, votre rendez-vous de débat et d'information sur 2M. Notre invitée de ce soir est Najat Mjid, médecin et militante associative. Avec elle, nous allons revenir sur la situation des enfants au Maroc et les drames qui touchent une partie d'entre eux, notamment la violence et l'exploitation. Nous évoquerons aussi d'autres questions d'ordre politique et sociétal. Madame Najat Mjid, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. J'ai le plaisir aussi d'avoir à mes côtés Wadea Dada, rédacteur en chef à 2M. Wadea, bonsoir. bienvenue. Merci. Et pour la première fois, Reda Dalil, rédacteur en chef de l'économie en entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Pour commencer, il y a beaucoup de Marocains qui ont regardé une vidéo d'un père à Lyon torturer ses deux enfants. La vidéo était insoutenable. Enfin, il y a des personnes qui n'ont pas osé la finir. Ce père-là a été condamné et jugé à 5 ans de prison et la privation de ses droits de garde de ses enfants. Cette vidéo vous a inspiré quoi, Madame Mjid? Cette vidéo m'inspire, mais me révolte surtout. C'est même pas, je ne sais pas si on peut parler d'inspiration. Elle est révoltante, d'abord, parce que c'est de la torture. Je veux juste d'abord expliciter, dans la violence, il y a des degrés. Et là, c'est de la torture. Et je ne vais pas revenir sur les images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et clairement et nettement, ça relève aussi le fait que nos sanctions ne sont pas dissuasives et ne sont pas adaptées à la réalité. Ce n'est pas une violence légère, c'est de la torture sur des petits-enfants, répétée, filmée. Il y a des images, je n'ai même pas pu finir la vidéo, où les enfants sont terrorisés. C'est des impacts sur les enfants, il n'y a peut-être pas de sang visible, mais il y aura des bleus, mais il y a l'impact psychologique qui va les marquer à vie peut-être, et c'est quand même inadmissible qu'un juge qui applique le code pénal, bien sûr, sans réfléchir une seconde à tout l'impact sur ces enfants. Et donc, les sanctions devraient être dissuasives. Vous faites partie de ces gens, parce qu'on a vu des réactions, que ce soit dans la presse ou dans les réseaux sociaux, qui ont considéré que ce jugement n'était pas suffisamment lourd. Vous faites partie de ces gens-là? Je pense que le jugement n'est pas suffisamment lourd et je pense que ce n'est pas uniquement dans ce cas qu'il n'a pas été suffisamment lourd. Je vous rappelle qu'il y a eu beaucoup d'autres cas. Ce n'est pas une première au Maroc. Il y a eu des cas d'abus sexuels, il y a eu des cas d'inceste, il y a eu des cas de violence, il y a eu des cas de torture, des petites bonnes brûlées. Et ça, on le voit tous les jours et je suis désolé, les sanctions, quand il y en a, ne sont pas dissuasives, elles sont légères. Elles restent vraiment relativement légères et ne reflètent pas réellement l'impact sur ces enfants. Et je rappelle aussi, ce qui est très important, c'est quand vous sanctionnez lourdement, bien sûr, le coupable, c'est quand même préventif. Vous dissuadez d'autres de le faire. Quand les sanctions sont légères ou que les exploitants ou que les prédateurs ou que ces coupables ne restent impunis, vous encouragez la violence. Oui, on voit de plus en plus des images comme ça, enfin de violence envers les enfants. On voit aussi des récits par rapport à torture, violence commise à l'égard d'enfants. Est-ce que c'est un effet de loupe, c'est-à-dire c'est à cause des médias, à cause des réseaux sociaux, ou est-ce que c'est un phénomène qui est dans une grande ampleur? Il est très difficile de répondre à cette question. Il y a des chiffres, il y a des chiffres. Il y a eu la dernière situation qu'a fait l'UNICEF en 2015, où on est quand même à 8% d'enfants qui travaillent. On a des dizaines de milliers d'enfants victimes de violences. Il y a les châtiments corporels. Il y a le problème de l'étude qui a été faite sur les violences sexuelles, où on trouve à peu près 12 000 ou 13 000 enfants qui ont été victimes de violences sexuelles. Et les chiffres ne reflètent pas la réalité parce que ces cas, c'est les cas qu'on a pu recenser, les cas qui ont pu arriver à la justice, parce que c'est vraiment un chemin de croix pour arriver à la police et à la justice. Donc clairement, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, la vraie. Par contre, je vais revenir juste sur un point. Je pense que la violence, elle n'est pas récente. Je pense que quand même, on est dans un monde où la violence a toujours existé. Maintenant, effectivement, du fait d'un monde globalisé, connecté, il y a une plus grande visibilité. Mais je tiens à signaler que la violence aussi, les chiffres, et de par ma fonction pour avoir sillonné le monde, le nombre et les formes de violence ont évolué. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande mobilité des enfants, parce qu'il y a Internet, il y a les réseaux technologiques, il y a les conflits, il y a la migration. Vous avez de plus en plus d'enfants vulnérables de par le monde et donc de plus en plus d'enfants à risque d'être violentés. Je rappelle aux téléspectateurs que vous étiez pendant 6 ans rapporteur spécial auprès de l'ONU sur la question de la vente des enfants. La prostitution et la pornographie aussi. C'est un sujet. Je pense que vous avez des questions à poser. Justement, oui. Vous soulevez effectivement le problème de l'Internet et de toutes ces influences extérieures et puis l'évolution de certains comportements. Est-ce que finalement ce type d'agissement n'est pas le reflet d'une certaine déviance ou d'une certaine évolution du moins de la société marocaine qui se caractérise par une explosion de la cellule familiale et une érosion des valeurs qu'on avait l'habitude
de transmettre notamment des parents aux enfants. Quel est votre regard là-dessus? Alors, effectivement, quand on analyse les causes ou les facteurs qui font que les enfants sont de plus en plus vulnérables à la violence, effectivement, il y a le problème de la cellule familiale, parce que je rappelle que c'est le premier environnement protecteur. Et l'urbanisation anarchique qui touche la société marocaine, clairement, les problématiques socio-économiques qui affectent les familles, clairement, impactent aussi la condition de vie des enfants. L'autre point qui est important, il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont privés d'environnement familial protecteur parce que, les parents sont divorcés, ou il y a de la violence domestique, et je veux faire un lien entre la violence à l'égard des femmes et la violence à l'égard des enfants. Il y a un lien, mais vous avez aussi beaucoup d'enfants qui ne sont pas dans leur famille et qui sont placés en institution, qui sont en situation de rue, qui sont les migrants non accompagnés. Vous avez des enfants parce qu'ils présentent un handicap, ils sont plus susceptibles d'être violentés. Mais vous avez soulevé le mot valeur et je suis très... le mot valeur, ça dépend comment on l'interprète. Nous avons une société qui avait des valeurs de solidarité, tzakafol, etc. Mais on Dans avait les deux aussi, sens d'ailleurs, des parents vers les enfants et des enfants vers les parents. Mais on avait aussi, et on a encore, des valeurs et des normes sociales qui restent préjudiciables aux enfants. Donc il faut faire très attention. Je pense que ce qui est important, c'est quand on parle de valeurs, c'est comment on peut véhiculer des valeurs et des normes sociales qui se veulent protectrices des enfants. Et ça, je crois que c'est très important. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce que vous venez de dire, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, Internet est traité sur le mode un petit peu de la nouveauté. C'est-à-dire Internet, formidable outil de mise en rapport, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet, en termes de... c'est un supermarché géant pour un prédateur potentiel. C'est-à-dire que l'accès justement aux enfants, il est direct, il est beaucoup plus facile que dans une configuration normale. Or, j'ai l'impression que ici, notre société marocaine ne mesure pas à quel point justement les risques liés à Internet et à l'exposition des enfants à Internet est énorme. Et je crois qu'en termes de législation et qu'en termes de loi, nous n'avons pas encore pris conscience justement de ce danger. Internet qui est toujours un petit peu interprété sous la sauce nouveauté, modernité, etc. Comment est-ce qu'on peut faire justement pour circonscrire justement ce danger à l'aune de l'évolution des nouvelles technologies? Alors, je veux rappeler qu'il y a quand même une loi sur tout ce qui est pornographie et qui inclut Internet, bien sûr, les matériels d'abus sexuels en ligne, mais cette loi ne suffit pas à elle seule. Et je suis largement d'accord avec vous. Ce qui est très important, et le Maroc, je pense qu'il ne réalise pas, ni le gouvernement, même certaines associations, certains acteurs qui travaillent auprès des enfants, ne réalisent pas les risques. Et les risques liés à la confrontation d'enfants non seulement à des prédateurs, je rappelle, c'est pas uniquement sur Internet, mais vous avez tous ces réseaux sociaux et vous avez le grooming, le sexting, les sextorsions, donc c'est toutes ces sollicitations. Précision de ce terme ? Alors, grooming, c'est les sollicitations sexuelles en ligne via les réseaux sociaux. Le sexting, maintenant, c'est vers les smartphones. Et les sextorsions, c'est que vous filmez et après vous menacez et vous faites du chantage pour récupérer. Les sextapes. Donc, il y a un point, franchement, une explosion de ce volet-là. Et les enfants ne sont pas dûment outillés et dûment informés sur ce volet-là, mais les fournisseurs d'accès Internet, les télécommunications, de par le monde, ils signent, ils adaptent des codes de conduite. Parce que vous ne pouvez pas le faire sans aussi leur implication. Et de par le monde, vous avez maintenant le Virtual Global Task Force, vous avez des coalitions financières, vous avez le Maroc en fait partie, certaines et pas d'autres, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail qui a été fait. Je voulais juste rappeler que l'année dernière, il y a 2 ans, avec l'université de Knetra, avec certaines associations, il y a tout un travail qui est fait pour la lutte contre la cybercriminalité, pas uniquement l'exploitation sexuelle en ligne, mais vous avez le harcèlement en ligne, vous avez l'incitation au suicide, vous avez l'incitation au racisme, vous avez l'incitation au terrorisme. Donc il faut je pense que c'est très important de contrôler, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de renforcer les capacités des enfants à se défendre et à se protéger. Je crois que c'est capital. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous dire, peut-être toucher un mot sur la responsabilité des parents face à la déferlante des écrans. J'avais lu quelque part que Steve Jobs, qui est un petit peu... Qui a créé tout ça, interdisait formellement à ses propres enfants à lui, d'utiliser des tablettes à la maison. Et donc, cette responsabilité parentale pour vous, est-ce qu'elle est assumée par les parents, justement? Je pense, ça dépend. Parce que le Maroc, il y a plusieurs formes de parents. Alors, il y a bien entendu ceux qui sont conscients
Et donc, qui protège leurs enfants, qui évite que les enfants soient connectés 24 heures sur 24, qui ont des filtres, qui suivent. Mais n'oubliez pas qu'en dehors de la maison, vous avez les smartphones et toute la convergence technologique qui est en dehors du contrôle. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu l'Union internationale des télécommunications a élaboré des guides dans toutes les langues pour les parents, pour les éducs, pour les enfants, donc pour pouvoir sensibiliser. Et puis, vous avez, bien entendu, certains parents qui ne sont pas conscients, ou parce que l'enfant est calme, mais il est cool, et pour eux, ne mesurent même pas tous les risques et tous les dangers qu'il y a. Et c'est un des points, je pense, qui est capital pour protéger l'enfant. Quand on parle de violence, la violence via Internet doit être largement prise en compte. Et je tiens à souligner juste un point, c'est que dans le cadre de ce qu'on appelait avant tourisme sexuel, et qu'on appelle maintenant exploitation sexuelle dans les secteurs du voyage et du tourisme, vous avez de plus en plus de booking et d'utilisation d'Internet, du privé, et donc là aussi, les prédateurs, sous couvert d'anonymat et d'impunité, utilisent cette voie. Justement, enfin, pour les parents qui nous regardent, je pense qu'ils sont très très concernés par ce que vous dites. Vous avez une expérience sur le terrain, vous connaissez plusieurs pays, puisque voilà, vous avez travaillé, vous étiez, comme je le répète encore une fois, rapporteur spécial sur cette question auprès de l'ONU. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents sur ces questions-là, pour éviter justement cette prédation, pour éviter de ne pas tomber dans ce genre de piège? Je pense que ce qui est très important d'abord, c'est au niveau des parents, c'est d'être conscient des risques sans s'inscrire dans une phobie aussi. Parce que je crois que ce qui est très important, l'Internet reste un bon outil. On ne va pas interdire aux enfants d'utiliser les smartphones et les tablettes. Non, mais franchement, il y a deux choses. Ça dépend de l'âge. Je crois qu'il y a des limites aussi. Maintenant, vous avez des gamins très très jeunes qui s'amusent avec des smartphones et très tôt. Je pense que ce qui est très important, si on veut offrir à son enfant, c'est leur choix, mais il faut absolument que l'enfant soit outillé. Ça, c'est un point capital, parce que vous ne pouvez pas être 24 heures sur 24 avec lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau des parents, ils rentrent sur Internet. Ils mettent juste guide. Il est en arabe, il est en français, il est en anglais. Le guide de l'Union internationale des télécommunications, il explique réellement tout ce qu'il faut faire. Parce que c'est hyper important. Et je rappelle un autre point, c'est que ça demande aussi la formation des équipes policières en cybercriminalité, parce que c'est pas évident de retrouver des prédateurs qui changent les adresses IP 15 000 fois, donc ça demande aussi un équipement. Et c'est pour ça que je dis, dans tous les pays du monde qui ont avancé, c'est en même temps informer, sensibiliser les parents, sensibiliser les personnes qui travaillent avec les enfants, soit les enseignants ou autres. Et troisième point, sensibiliser tous les fournisseurs d'accès Internet qui sont impliqués et former dûment les policiers. Est-ce que vous pensez que les lois au Maroc protègent suffisamment les enfants? Si on regarde code pénal, code de procédure pénale, et Moudawana et tout le reste, quand on fait la liste, il y a des points où les enfants sont protégés. Mais le problème de la loi, franchement, à part la dernière qui sont sorties, et puis on est en pleine réforme du code pénal, je ne parlerai pas de la loi sur le travail maintenant, peut-être on en parlera après, mais je pense très honnêtement que le problème de la loi, le grand problème, c'est son applicabilité, son effectivité et l'accessibilité aux enfants. Au niveau des tribunaux? Au niveau des tribunaux, la perception de certains juges, je suis désolée, parce qu'une loi, on peut la lire comme on veut. Parce que la violence, pour certains juges, je ne suis pas en train de stigmatiser tout le monde, il y a des juges fabuleux avec qui on a travaillé, mais pour certains juges ou certains policiers, s'il n'y a pas de sang, s'il n'y a pas de dème, s'il n'y a pas du bleu, s'il n'y a pas du visible, ce n'est pas de la violence. Et ça, c'est un très très gros problème. Par exemple, je vous donne un exemple. Les petites bonnes, quand on travaillait sur l'unité de protection de l'enfance, quand on parlait des petites bonnes, elle a 12 ans, elle est exploitée, elle travaille toute la journée, elle dort dans la cuisine, elle sort pas. Eh ben, pour certains policiers ou certains juges, pour eux, au début, quand on commençait la sensibilisation, ça lui faisait du bien. Donc, elle est pas battue. Mais c'est pire. Elle est exploitée, elle est brimée, on lui a volé son enfance, elle n'a pas accès à l'éducation. Donc, il faut réexpliquer le concept de violence, c'est important. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est violence sexuelle, qui est très difficile à appréhender, parce qu'on demande des preuves, et puis surtout quand les enfants sont entre 15 et 18 ans, et c'est une fille, donc effectivement, on sent, elle est souvent, pour certains juges, plus coupable que victime, de par sa tenue, de par ceci, de par cela. Donc on est quand même sur la loi est importante, et il faut des lois exemplaires. Leur effectivité doit être juste et équitable, avec un accès pour tous les enfants où qu'ils soient. Et je parle de tous les enfants qui sont sur le sol marocain,
qu'ils soient déclarés ou non déclarés, qu'ils soient migrants ou de nationalité marocaine. C'est tous les enfants. Et l'autre point, c'est les normes sociales. Il faut travailler aussi sur les mentalités pour apprendre à dénoncer tous ces On va revenir problèmes. sur ce point-là. Pour revenir sur ces valeurs, et je l'entendais dans un sens bien sûr positif, et l'évolution de la cellule familiale, tout ce que vous évoquez là comme travers et comme menace sur les enfants, les parents sont censés jouer un rôle primordial et avoir les outils pour pouvoir justement prévenir et conseiller, orienter leurs enfants en amont de la loi, en amont même de l'école, on y viendra tout à l'heure. Malgré tout, ces parents-là, aujourd'hui, semblent complètement dépassés par l'outil technologique. La plupart, je pense, des parents qui ont des enfants qui utilisent Internet ou les smartphones sont complètement dépassés par l'usage qui en est fait par leurs enfants. Et étant donné ce contexte-là, le travail, tout ce qu'il faut affronter au quotidien, vous n'avez pas le sentiment, à travers le travail de terrain que vous faites, que finalement, de nos jours, les parents ont d'une certaine manière démissionné par rapport à leur rôle? Alors, il y a plusieurs, parce que là, vous avez soulevé le point de l'Internet, effectivement, où certains parents peuvent être dépassés. Moi-même, je ne suis pas très spécialiste dans toutes les formes de technologie. Donc déjà, quand vous voyez comment globalement, c'est un exemple. Maintenant, il y a un point qui est très important que vous avez soulevé, effectivement, c'est qu'on a, en tout cas avec les enfants qui sont à risque, les enfants avec lesquels on travaille, donc qui sont en situation de rue, victimes de violences, petites bonnes, etc., il y a cette démission parentale dans beaucoup de cas. Et ce que je n'approuve pas et ce que je ne peux pas accepter, c'est que la pauvreté excuse la violence. Je suis désolée. Parce que beaucoup de parents qui sont dans des conditions socio-économiques défavorables ne violentent pas leurs enfants, n'exploitent pas leurs enfants. Et cette démission parentale, effectivement, est très importante et on la retrouve. Vous avez des fois des parents qui viennent et vous disent « Est-ce que vous pouvez me prendre mon enfant ?» Je vous rappelle que les orphelinats, les AMB, les établissements de protection sociale, ce qu'on appelait le khériyet, en principe, c'était pour des enfants orphelins. Et quand vous faites l'évaluation, vous avez beaucoup d'enfants qui ont des parents, ou les deux ou un, et c'est parce que c'est des conditions socio-économiques. Mais je tiens juste un point, si vous me permettez, les parents ont une responsabilité, mais je vous rappelle que le Maroc a ratifié des conventions, et particulièrement la convention à tout seigneur, tout honneur, la convention des droits de l'enfant. Quand les parents sont défaillants, l'État a la responsabilité de prendre en charge les enfants et d'accompagner les familles aussi. Donc, et de faire des lois qui les protègent. Ouais. Juste un petit point par rapport à la responsabilité parentale. Moi, je pense qu'il y a un laxisme par rapport au traitement de cette question, notamment sur l'angle parental. C'est-à-dire qu'il y a, à mon sens, une socialisation par la rue qui se fait au Maroc. C'est-à-dire, on peut aller dans n'importe quel quartier, puis on voit des enfants de 3 à 10 ans circuler comme ça, librement, en roue libre. Ils se socialisent par la rue, alors qu'ils ont des parents qui habitent des appartements. C'est-à-dire que je ne vise pas une classe sociale plutôt qu'une autre. C'est un phénomène plutôt général. La rue est comme un prolongement de la maison au Maroc. Et donc, du coup, quand on a des enfants qui circulent comme ça, de façon totalement libre, eh bien, c'est la porte ouverte à la prédation sexuelle. Et aujourd'hui, moi, je pense, et d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, que les campagnes de sensibilisation doivent un petit peu aussi culpabiliser le parent. Aujourd'hui, on parle d'infrastructures défaillantes, d'un manque d'encadrement, l'école ne fait pas son travail, l'État, mais en première ligne, il y a le parent qui laisse vagabonder comme ça son enfant dans la rue sans vigilance. La vigilance parentale est à mon sens quelque chose de très important. Et je pense, peut-être que je me trompe, vous êtes beaucoup plus au fait de ces sujets que moi, que la responsabilité parentale n'est pas suffisamment pointée du doigt. On laisse Mme Gide répondre à cette Mais là, j'adhère pleinement à ce que vous dites, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la pauvreté n'excuse pas les attitudes, parce que franchement, je pense que quand on n'a pas, et ça c'est des discours qu'on a avec les parents, quand ils invoquent l'ignorance et ils invoquent l'analphabétisme ou ils invoquent la pauvreté, on leur rappelle la responsabilité. On ne veut pas se substituer aux parents, ça c'est clair. Maintenant, la responsabilité parentale n'est peut-être pas assez pointée du doigt, clairement et nettement, mais il n'y a pas non plus, c'est pour ça que je relativise, donc il y a des parents démissionnaires, il y a des parents coupables, il y a des parents négligents, il y a des parents violents, et ça je le dis, et puis il y a des parents adorables, protecteurs et qui sont démunis. Et je pense que c'est là où, pour les identifier, ces parents, et c'est là où on revient aux politiques, si on avait au niveau proximal des assistantes sociales, comme dans tous les pays du monde, même les pauvres, c'est pas obligatoirement les pays développés, qui fassent leurs enquêtes, qui voient ce qui se passe et on anticipe sur les violences et on voit les parents qui sont négligents. Il y a des lois, parce que la loi, elle les condamne, elle existe la loi pour négligence. Et le deuxième point, les parents qui nécessitent un accompagnement doivent être accompagnés. Et je reviens juste sur l'espace rue. L'espace rue au Maroc a toujours été
si vous voulez, dans les normes, moi je me rappelle petite, j'allais chez ma grand-mère à Marrakech, l'espace rue, c'était un espace qui prolongeait, mais où le voisin avait un droit de regard au X, donc on était dans des espaces protégés. L'urbanisation de par le monde et l'urbanisation anarchique impactait très très lourdement les familles. Et ce qu'on revoit, et je le vois même dans les bidonvilles quand on travaille, vous n'avez plus avec la solidarité, vous n'avez pas le lien. On a eu des cas où les parents sont obligés d'attacher leurs enfants et la voisine ou le voisin ne sont pas impliqués. Cette dimension, on le retrouve avec cet individualisme, même dans les milieux les plus pauvres. Et c'est là où je disais les valeurs, il faut qu'on fasse attention. Si on veut garder les bonnes valeurs, il faut les accompagner, il faut les appuyer. Oui, madame, justement sur la question du châtiment corporel, on a eu tout à l'heure une discussion dans la préparation de l'émission, on avait parlé d'une étude qui a été faite par l'UNICEF sur la situation des enfants au Maroc. Et on parlait de 91% des enfants sont victimes de discipline imposée par la violence des parents, des châtiments corporels. Et l'école aussi. Ouais. Donc, est-ce que vous ne considérez pas que c'est un peu excessif? 91% des enfants marocains sont victimes de violences Alors, ça dépend. infligées par les parents. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu... Utopique. Oui. Ou On n'a pas été tous torturés non, quand même. Non, je pense qu'il faut faire très attention au mot châtiment corporel. Quand la violence devient un acte éducatif. Une petite tape, par exemple, c'est pas de la violence. Une tape, je veux bien une fois sur la fesse ou sur la main, oui. Je veux bien. Mais quand c'est plus des tapes et c'est votre seule façon de communiquer avec votre enfant, votre seule façon de l'éduquer, ça devient un châtiment corporel parce que ça devient un mode éducatif. Là où on est en train de parler de châtiment corporel, c'est parce que c'est un acte éducatif. Et c'est vrai que dans les maisons, clairement dans les familles, ou bien c'est de la répétition, sans parler des châtiments corporels au sein, mais au sein des écoles, là, je vous le rappelle, au sein des MSID, au sein des institutions, au sein des structures policières, partout, judiciaires, dans les centres de soi-disant protection. Le châtiment corporel, effectivement, c'est devenu... on fonce. Alors que je ne suis pas en train de dire c'est l'enfant roi, l'enfant, c'est pas ça. C'est tout simplement, ça ne peut pas être un mode éducatif. Mais est-ce que ce n'est pas une question de culture et de représentation? C'est-à-dire que nous, à l'école, on a tous été élevés à la question de... Là, tuyau. Là, ça c'était ça. Et vous aussi, parce qu'un garçon, il doit être élevé un peu à la dure, il faut être de temps à autre. Est-ce que ce n'est pas une question de culture et de représentation? C'est clair, on a toujours eu ces perceptions de frapper parce que ça va trapper parce que l'histoire d'écouter un enfant, de dialoguer avec lui est mal comprise et que c'est plus des concepts occidentaux que des concepts marocains. Et quand on a ratifié la convention, c'est clair que c'était un point. Moi, je pense que ce qui est très important, effectivement, il y a le culturel, il y a les normes. Il y a les perceptions. Moi, je ne suis pas en train de dire, ce qui est très important, je suis pas en train de dire qu'on ne peut pas expliquer à un enfant ou corriger un acte unique parce qu'on lui a donné une tape une fois. Et par contre, ce que je suis en train de dire, clairement et nettement, il y a d'autres moyens et il y a d'autres méthodes. Et je suis désolée, on peut, en expliquant, en communiquant et en expliquant l'interdit, clairement, il y a d'autres façons de punir. On peut punir sur d'autres choses, sur le privé de X, le privé de Y, le privé de Z. Il y a d'autres façons. Mais les châtiments corporels, quand ça devient un mode éducatif, il n'y a pas que la marque, il y a le qamer. Et c'est des enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer. C'est des enfants. Donc je pense, c'est pas on n'est pas en train. Je crois qu'il faut faire très attention au mot châtiment corporel. On parle de châtiment corporel quand ça devient le seul mode éducatif. Et il y en a. On a beaucoup tapé sur les parents pour pas faire de mauvais jeux de mots. Les parents, vous parliez d'appui autour au niveau de la société, sur le plan étatique, à commencer par l'école. L'école qui, de mon point de vue, et je pense qu'il est largement partagé, est la grande lacune sur le plan éducatif pour les enfants et de manière globale par rapport à l'avenir de toute une société et par rapport à sa pérennité. Comment est-ce que vous expliquez? On est allé, depuis 10 ans que je suis de très près l'actualité marocaine, on est allé de plans d'urgence en système, en rénovation, en réforme, en nomination, etc., qu'on n'arrive pas finalement à remettre ce fameux système éducatif sur les rails. Je dis remettre sur les rails parce qu'à une époque, eh bien, il évoluait comme il fallait. Alors, vous me posez, c'est une question pour moi qui est essentielle et je me demande, jusqu'à présent, quand quelque chose ne fonctionne pas, on lance des réformes. Je crois qu'on est à la 5e ou 6e, si je ne me trompe, réforme. On a des conseils qui réfléchissent et pendant ce temps, pendant qu'il y a les réformes, pendant qu'on a les conseils, les problématiques perdurent. Et effectivement, la question de l'éducation pour moi, très honnêtement, c'est
réfléchir. Je crois que les politiques centralisées ont montré leurs limites. Et je crois que c'est capital. On doit aller sur de l'obligation de résultat et sur la culture de performance. Et on doit aller sur le plus proximal possible, le plus territorial possible. On est sur de la régionalisation avancée, c'est le moment. Je responsabilise, je donne les moyens et je contrôle sur une obligation de résultat. On ne peut pas continuer à être chef d'orchestre au niveau central, mais il n'a pas le pouvoir sur le budget, il n'a pas le pouvoir sur ceci, mais en même temps, je sanctionne. Quand je dis je sanctionne, je peux sanctionner de manière négative, mais je peux sanctionner de manière positive la performance. Et c'est cette culture de reddition des comptes qu'on n'a pas, et une culture par l'approche résultat. Ça, c'est un point. Le deuxième point, et on revient peut-être aux parents, c'est les associations de parents d'élèves. Je suis désolée qu'on utilise de manière bancale pour peindre la... On doit aussi les outiller, parce qu'ils doivent défendre les intérêts des enfants. Et enfin, les comités d'enfants qu'on a placés un peu partout, leur permettre de s'exprimer et de dire, parce que les enfants sont aussi une force de proposition, ça ne doit pas être que des petites vitrines. Pour moi, ça doit être du local. Ça veut dire, comme ça se fait dans certains pays, Ouais. donner la responsabilité des écoles primaires aux communes, des collèges à une autre entité. Non, et pas puis peut-être les lycées obligatoirement. aux Je ne suis régions. pas en train de dire qu'il faut le donner aux communes. Mhm. Je dis tout simplement, on a fait l'académie régionale, on a des directeurs d'établissement, on a fait des projets d'établissement. Mais quand vous évaluez tout ça, personne ne rend compte sur ça. Parce que le Donc directeur le niveau de de l'école... responsabilité, où est-ce que vous le et que placez- ce où est-ce soit que vous le clair, placez que ce soit institutionnel. Ça veut dire qu'à chaque niveau, j'ai une responsabilité. Et le ministère, pour moi, c'est plus une instance de régulation, de contrôle, de normes. Et bien entendu, développer les partenariats. Partenariats avec les communes, partenariats avec les... Parce que ça ne sert à rien de construire une école quand vous n'avez pas l'instituteur. Et puis quand un instituteur a sanctionné ou a été violent ou a été nul et que finalement on le mute dans une autre école, je crois qu'il y a fait que clairement, déplacer il faut le qu'on problème. soit clairement sur la reddition des comptes. Reda. Alors, j'aime beaucoup vous entendre parler justement sur l'éducation et sur l'école publique. Et il y a eu un point d'inflexion, il y a eu un basculement dans l'école. C'est dans les années 70, c'est la mise en place de l'arabisation. La mise en place de l'arabisation dans le primaire et dans le secondaire a désorienté toute une génération d'élèves et d'étudiants marocains. De sorte qu'elle a créé une espèce de Maroc à deux vitesses. D'un côté, une élite qui a pu mettre ses enfants dans des écoles privées, des écoles françaises ou autres. De l'autre côté, les classes moyennes et défavorisées qui, elles, n'ont eu d'autre choix que justement de fréquenter l'école publique, les bancs de l'école publique, avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Il s'est créé comme un clivage entre deux Marocs. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte de cette catastrophe qui était expliquée idéologiquement à l'époque. On sait tous comment ça s'est passé. Et on fait des rustines. On essaie d'introduire un peu plus de langues étrangères. Aujourd'hui, on parle de la réforme de l'éducation islamique. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu le courage de revenir sur cette décision? Vous savez, en France, ils ont ce qu'ils appellent les 35 heures. On revient pas. C'est un serpent de mer, c'est un débat. Nous, on a un petit peu l'arabisation, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Pourquoi ce courage politique n'existe pas, à votre avis? Ça, il faudrait- Et je voudrais aussi vous entendre par rapport à la darija. Est-ce que pour vous, la darija peut être une langue d'enseignement? Alors, C'est beaucoup plus la question de l'éducation, Ouais. le problème Non, mais de la réforme de question- l'éducation. en la général. question de l'arabisation, je pense qu'il faut la poser aux décideurs politiques. Et je le dis, et je pense que dans ce pays, il fallait, pas uniquement au niveau de l'éducation, le courage politique a manqué dans plein de moments, et je pense que ça c'est important. Maintenant, l'autre point, effectivement, l'arabisation... c'était mal fait, clairement et nettement. Et puis, je trouve inadmissible qu'on a une culture, on a une histoire. On parle français, on parle espagnol dans le Nord. Au lieu d'en faire une richesse, on divise. Et je trouve ça inadmissible. Le français, dans le monde actuellement, c'est l'anglais. Et en deuxième lieu, l'espagnol qui fait qu'on arrive dans le marché de l'emploi et autres. Donc, au lieu d'en faire une richesse, effectivement, on a fait une disparité et puis on a opposé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que très honnêtement, clairement, le système, les réformes qui sont en cours, et j'espère qu'avec le ministre actuel, il va pouvoir les mettre en place, et vite, parce qu'on peut pas, parce qu'en attendant, des générations passent, et qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir l'accès aux langues. Mais il n'y a pas que l'accès aux langues, aux mathématiques, mais il y a la qualité de l'enseignement qui est à revoir. Parce que beaucoup d'enfants sortent à l'école avec des acquis, mais nuls. Et il y a des personnes qui ont des licences et des diplômes et qui ne trouvent pas de travail. Pas parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'ils n'ont pas la compétence requise pour ce marché de l'emploi. Et ça, c'est inadmissible, parce que c'est pire. Et l'autre point, on ne peut pas avoir une éducation de qualité quand le préscolaire n'a pas commencé. Je suis désolée, on a un préscolaire qui a été privé, de machin, parce que ça coûte de l'argent aux parents. L'école publique, et même quand ils vont à l'école privée. Et c'est quand même pas normal que dans un pays où on paye l'école, on paye la santé, on paye les services sociaux de base,
Et en même temps, on veut lutter contre les disparités. Donc je pense qu'il y a quand même des réformes de fond, mais avec du courage et qu'on les mette en œuvre, pas uniquement blablabla. Justement, il y a une dernière question dans cette axe sur l'enfant, c'est celle qui est relative à l'utilisation des enfants à des buts de prostitution. Quelle est l'ampleur de ce phénomène au Maroc? Alors, il est difficile. L'étude qui a été faite en 2014 englobait toutes les violences sexuelles et elle était à peu près pour la période qu'elle a couverte en 5 ans, à peu près à 28 000, je pense, d'enfants victimes d'exploitation sexuelle. Le problème Vous pensez majeur... que ce chiffre a augmenté entre-temps? Moi, je pense très honnêtement qu'on est en deçà de la réalité. Parce qu'il suffit de tourner dans les villes et vous sortez de jour comme de nuit, dans les grandes villes, dans les moyennes villes. Là, l'exploitation sexuelle des enfants dans la prostitution existe clairement et elle est visible dans certains points. Maintenant, le vrai débat de fond, parce que les données qu'on a, c'est les données qui sont arrivées au niveau de la justice. Oui. Et donc, qui arrive à la justice? Est-ce que vous voyez un enfant victime d'exploitation sexuelle dans la prostitution aller se plaindre à la police, ils sont raflés, donc ils se retrouvent ici. L'autre point, les chiffres sont en deçà, parce que souvent, certains sont jugés pour attentat à la pudeur ou relations sexuelles hors mariage, donc coupable, et surtout quand c'est une fille qui donne l'impression d'être grande. Majeur. Et les garçons, on n'en parle pas beaucoup, mais je vous rappelle que l'exploitation sexuelle dans la prostitution des garçons existe, mais elle est aussi sous-estimée parce que nous sommes un pays où certains tabous relatifs à l'homosexualité ne permettent pas aux enfants d'aller aussi se Et la plaindre. responsabilité elle revient à qui sur cette question-là de la prostitution et l'usage des enfants à des buts soit pornographiques ou pour la prostitution? C'est la responsabilité de qui? De la famille, de l'État? De tout. En réalité, le premier responsable, c'est la famille. Et comme je dis, quand on parle de responsabilité, ça veut dire que la famille a failli. Mais quand la famille a failli, pas intentionnellement, et qu'elle a failli parce que économiquement, sociétalement et autres, l'État a un rôle à jouer. Quand elle a failli parce que intentionnellement, elle doit être jugée et l'enfant doit être retiré et avoir une alternative. Quand elle a failli, effectivement, l'enfant doit être pris en charge et la famille doit être soutenue. Et là, on manque beaucoup, beaucoup sur le plan des politiques sociales et des politiques familiales. On a un vide énorme. Est-ce que ça passe par des sanctions plus lourdes également Des comment est-ce prédateurs. que, d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, début des années 2000, on a eu beaucoup d'affaires où des associations se sont insurgées de la faiblesse des peines qui étaient prononcées lorsque c'était le cas contre des pédophiles et notamment des pédophiles étrangers. Depuis quelques années, 2-3 ans, les peines sont légèrement plus lourdes. On arrive à une dizaine d'années de prison pour ce genre d'affaires. Est-ce qu'il faut une véritable volonté politique, une véritable politique judiciaire pour vraiment éradiquer ce phénomène-là? Éradiquer, je pense, le diminuer, le mitiger, oui, mais ce qui est très important, effectivement, je suis largement d'accord avec vous sur le fait que les sanctions doivent être très, très dissuasives, clairement, et très lourdes, conformément au code de procédure pénale et conformément aux conventions que le Maroc a ratifiées. Parce que je rappelle que ce ne sont pas des délits, ce sont des crimes. Et donc les peines doivent être relatives aux crimes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la peine d'emprisonnement à elle ne suffit pas. Il faut aussi des compensations, parce que quand je dis compensation, c'est toute la prise en charge médico, psycho, sociale de ces enfants qui les impactent, et aussi de la compensation monétaire, parce qu'il y a un préjudice moral, social. Parce qu'on parle de la violence beaucoup, on parle de nombre, mais on ne parle pas du coût économique, du coût social et du coût humain de la violence. Je crois que c'est important. L'autre point qui est important, c'est aussi le lien, quand c'est des étrangers, il y a le principe d'extraterritorialité. Effectivement, on peut juger un exploitant sexuel venant de l'étranger, même quand il est retourné chez lui. Donc ça impose aussi tout le volet de la coopération avec les Interpol et autres. Et un autre point sur lequel je vais revenir, ce qui est très important, c'est aussi toute la procédure judiciaire et l'accès à la justice. La procédure judiciaire n'est pas du tout adaptée aux enfants. Elle ne garantit pas la confidentialité, elle ne garantit pas la protection de leur vie privée. Des fois, ils se retrouvent en interface avec le prédateur. Des interrogatoires qui alors pourraient se faire. qu'ils doivent être dans ces normes. Enregistrés notamment. Il y a quelques mois, il y avait un débat sur la question du travail des petites bonnes. Il y a ceux qui considéraient que ça devrait être à 18 ans, l'âge légal, et ceux qui pensaient qu'il fallait passer par une période de transition et qu'on pourrait tolérer le travail de mineurs.
Quel est votre point de vue sur ce débat-là? Ah bah, il doit être clair après tout ce que je viens de dire. Oui, mais évidemment, mais on aimerait bien l'entendre. Je me suis positionnée depuis le départ pour, bien entendu, le travail domestique, les petites bonnes, entre parenthèses. Oui. Ce n'est pas un apprentissage, c'est de l'exploitation. Donc, clairement et nettement, le Maroc a ratifié toutes les conventions, et particulièrement la Convention 182, en plus de la Convention des droits de l'enfant, qui le considère comme une des pires formes de travail de l'enfant. Donc, c'est inadmissible d'avoir tergiversé pendant un long moment, et je suis vraiment déçue de certains partis et de certains députés qui se disaient de gauche. Parce qu'il y avait une lecture pragmatique, il disait aussi que ça existe, c'est qu'une source de revenus pour des milliers de familles, et que voilà, enfin, l'exploitation sexuelle existe, et donc on peut le laisser, donc à ce moment-là, on peut tout laisser. Je pense que la loi est capitale. Une loi, elle ne se fait pas en 2 épisodes ou en 3. Une loi, elle met un cadre. Et bien entendu, il y a des décrets d'application, il y a tout l'accompagnement pour la loi. Quand la Modawana est arrivée, on aurait pu attendre aussi longtemps. C'est-à-dire, il y a un moment où il y a un engagement politique fort. Et l'engagement politique, c'est pas uniquement la loi en elle-même. La loi est importante, c'est un cadre, mais on applique peut-être progressivement tout ce qui est comme décret d'application. On accompagne, mais j'ai jamais vu une loi où on se dit 5 ans, parce que dans 5 ans, on va refaire la même bataille. Je ne sais pas quel gouvernement on va avoir, je ne sais pas où on va aller, mais très honnêtement, je trouve ça inadmissible de considérer ça comme un apprentissage. Alors oui, beaucoup de choses ont été dites justement sur cette loi qui a fait couler énormément d'encre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette loi, il n'y avait rien du tout. Il y avait un no man's land juridique. Or, cette loi, certes, elle pêche parce qu'elle fixe l'âge légal de travailler à 16 ans, mais elle donne un cadre juridique, elle donne une obligation d'affiliation à la CNSS, elle donne des congés, elle donne la possibilité de signer un contrat en CDD, en CDI, toutes choses qui n'existaient pas auparavant. Maintenant, comme a dit Abdullah, un principe peut-être de pragmatisme et de réalité a fait que oui, il y a beaucoup malheureusement de mineurs qui travaillent dans les maisons. Ça s'explique par une situation de pauvreté extrême dans certaines régions. Chichawa, par exemple, est une grande filière. On en voit beaucoup de filles travailler dans les milieux urbains. Mais ne pensez-vous pas que les attaques qu'a subies cette loi ont été un tout petit peu injustes au vu de ce qu'elle a apporté comme amélioration en termes légaux et juridiques? Non, je ne pense pas que ce soit injuste. Je vais vous dire pourquoi. Pas injuste parce que toutes les dispositions, avant, déjà, le travail des enfants de moins de 15 ans était interdit. Ça, c'est quelque chose qu'on avait. Mais pour contrôler le travail des enfants interdit dans une entreprise, c'est facile. Mais inspecteur du travail, oui. Vous savez combien il y a d'inspecteurs du travail? C'est peanuts. Donc, juste, il faut qu'on fasse attention Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a encore le consentement de la fille, mais il y a le père qui est présent. Et là, je vous rappelle juste la Modawana, il y a eu le mariage précoce. On donne un exemple. On a donné des années de transition. Eh bien, le consentement, c'est la perception du juge. L'âge, c'est la perception du juge. Le consentement, c'est au gré des parents. Donc, on va se retrouver. C'est quand même pas normal. Un pays qui est en train d'encourager la scolarisation de la fille dans le milieu rural, qui est en train de se battre pour l'égalité, en même temps permet ça. La loi, oui, elle doit être là. Les mesures d'accompagnement, oui, en encourageant la scolarisation, le développement, les alternatives sociales pour les parents. Il n'est pas question que ce soit des enfants qui supportent toujours les familles, et particulièrement les femmes. Je vous rappelle juste, en regardant les femmes, le dernier rapport du Forum économique mondial est catastrophique pour le Maroc. On est 139e sur 145 pays. C'est tous les indices liés à la parité et l'égalité, donc santé, éducation, participation économique. Les chiffres, on a moins de 18% de femmes actives, donc ça explique quand même, il y a quelque chose, c'est une chaîne. On ne peut pas dire on est pragmatique, attention. Moi, je pense que très honnêtement, il y a eu des réflexions qui ne sont pas cohérentes et on prend les choses par petits bouts, alors que c'est un tout. Pour avoir suivi un petit peu ce débat, moi, ce qui m'a marqué, c'est justement la hargne. On le voit dans votre manière de vous exprimer. Non, mais je ne parlais pas de vous en particulier, mais justement des associations et des militantes associatives et des militants également. Il y a un collectif qui rassemble des dizaines d'associations qui s'est mobilisé. Il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des manifestations, il y a eu des marches qui ont été organisées justement pour la protection des droits bien en amont de cette loi. Comment est-ce que vous expliquez que vous ne soyez pas parvenu à vous faire entendre? Est-ce que vous avez été confronté à un lobby qui a été beaucoup plus fort que vous? Si oui, lequel? Et est-ce qu'au final, quand bien même ces pseudo-avancées dont tu parlais à l'instant, au final, le plus grand préjudice, c'est de ne pas avoir fait une loi qui soit propre
aux petites bonnes, comme on les appelle, et d'avoir noyé leur problématique qui est très particulière par rapport aux différentes caractéristiques que vous avez soulevées dans la masse globale du travail des salariés domestiques et puis du travail des enfants. Alors, concernant, est-ce qu'on n'a pas été impactant? Sûrement, puisque la preuve, il n'y a pas que les associations. Je vous rappelle que le CESE, le CNDH, l'UNICEF, c'est énorme. Mais la seule chose, et je pense, là où pourtant on a fait du lobbying parlementaire, on n'a pas fait que ça. Moi, la seule chose, c'est qu'à un moment, je me demande, et j'assume ce que je dis, est-ce qu'il n'y a pas eu, franchement, et je suis très étonnée de la part de certains partis qui étaient proches de nos idées, de nos pensées, et voté pour cette loi au nom du pragmatisme. Et puis, je pense qu'il y a un autre point, parce qu'il me semble avoir vu que le jour de l'adoption de la loi, il y avait un très grand absentéisme aussi de la part, et c'est inadmissible qu'au moment où on vote des lois, je suis désolée, que les députés soient absents. Hein. Donc, ils représentent un peuple, ils représentent des gens, et alors ils se la coulent douce, et il y a quelque chose qui me dérange là aussi. Beaucoup de députés avaient voté en commission et n'ont pas voté en plénière. On est sur la question de la présence des femmes dans le champ politique, dans les institutions politiques. On constate, c'est l'impression, peut-être que j'ai tort, on constate qu'il y a une présence et un investissement massif des femmes dans le domaine associatif, dans la société civile, beaucoup plus que dans les partis politiques. C'est comme s'il y avait une répartition de travail. Les hommes, ils sont dans la politique, et les femmes, elles sont dans l'associatif. D'abord, est-ce que ce jugement, cette impression est pertinente? Non, l'impression est vraie. Maintenant, pourquoi les femmes investissent beaucoup plus alors l'associatif? Je peux parler en mon nom, parce que je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes, mais je pense que d'abord, pour adhérer à des partis politiques, quand on est dans l'associatif, on a certaines valeurs, on a certaines convictions. Et je vous dis très honnêtement, il est important qu'on retrouve nos convictions au sein des partis. Donc moi, je pense la première question, et il y a des femmes dans les partis, la première question, effectivement, est-ce qu'on se voit dans ces partis? La deuxième point, c'est aussi la discrimination au sein des partis. Et je vous rappelle que c'était la loi des quotas qui avait permis au sein même des partis, même les partis les plus avant-gardistes, pour permettre de faire avancer certaines femmes. Donc ça, c'est un point, que ce soit au niveau des élections communales ou des élections législatives. Donc il y a aussi, je suis désolée, on a une discrimination femme, qu'on le veuille ou pas, dans le monde économique et dans le monde politique. Ça, c'est clair. Et si on a investi l'espace associatif, c'est parce qu'on veut défendre, et on veut défendre des causes que l'on croit, et on se substitue pas aux politiques, on utilise toutes les armes, mais je suis désolée, cette discrimination existe. Une question personnelle. Pourquoi vous n'avez jamais investi un parti politique? Pourquoi vous n'avez jamais adhéré à un parti politique? À ma connaissance. Non, jamais. Jamais. Pourquoi Parce que je me suis retrouvée dans aucun. D'accord. Voilà, je vous le dis très franchement, j'avais des idéaux, moi je fonctionne, j'ai besoin de leaders. Et ces dernières années, je n'ai pas de leader devant moi, je parle personnellement, j'ai besoin de croire en quelqu'un ou quelqu'une qui me porte, qui porte mes convictions. Et tous les débats, il n'y a pas de programme, on discute de tout et de rien, je m'y retrouve. Même quelqu'un comme Nabila Mounib? Nabila Mounib, c'est une personne que j'estime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, puisque c'est une personne que je fréquente aussi. Mais les dernières élections, moi, je suis en train de me dire, même dans les programmes, j'ai besoin de me retrouver dans ces programmes. J'adore ses idées, j'adore ses convictions, et je trouve que tant les femmes que les jeunes, on n'est pas assez représentés. Moi, personnellement, donc ça ne veut pas dire que... Le but, malgré tout, même si vous vous sentez plus à l'aise dans l'univers associatif, c'est de se faire entendre et puis d'avoir un impact. On parlait tout à l'heure du vote de cette loi. Au final, est-ce que vous n'envisageriez pas, par exemple, comme on a pu le faire récemment à la faveur de la dernière réforme pour le patronat, les syndicats, un accès à l'univers associatif, aux militantes, à la société civile, à l'une des chambres du Parlement et pourquoi pas à la Chambre des conseillers? Est-ce que ça pourrait être une solution, d'après vous, pour pouvoir justement porter encore plus haut les actions et les combats que vous menez? Je pense que ça peut être une bonne chose, à la condition que les personnes qui vous écoutent, je crois que c'est important aussi, parce qu'il y a arrivé à l'institution, mais il y a les personnes qui meublent l'institution. Et je pense, moi, concernant les femmes, donc je pense que actuellement, ma sensation, ma perception, et elle n'est pas que mienne, c'est que toute la bataille qui s'est faite au nom des droits de la femme connaît un certain frein. Et on a l'impression qu'on est en train de faire des pas
en arrière sur certains acquis. Et on a l'impression qu'il y a bien la crainte des élus, parce qu'il y a des voix, mais il y a aussi, je le vois dans les réseaux, je le vois dans les discussions, vous avez une société de plus en plus conservatrice. Et donc il faut, et clairement... Vous pensez à ça? Oui, Enfin, je le pense. Je C'est-à-dire, le pense vous très souscrivez honnêtement. à cette idée que la société marocaine est devenue de plus en plus En conservatrice? tout cas, Parce que c'est un débat qui revient tout le temps, ouais, enfin, non, surtout mais dans les dernières années. Très honnêtement, quand vous voyez les événements, quand Ouais. vous lisez les réseaux sociaux, les débats Ouais. sur la femme, clairement et nettement, et moi, j'ai quand même plus d'une cinquantaine d'années, donc j'ai vécu les périodes où on peut s'exprimer effectivement, mais on sent qu'on a une réticence et qu'on doit de nouveau convaincre et reconvaincre et convaincre. Et c'est vrai que la bataille des droits ne se gagne jamais, mais clairement, particulièrement au niveau des femmes, un petit peu moins les enfants, mais aussi, c'est pas des batailles gagnées et on doit, et c'est là où je dis, il manque, ça ne peut pas se passer qu'au niveau du politique. Le débat public est capital. Et je pense qu'un débat d'idées, vraiment des confrontations d'idées, pas négatives, pas dans la bataille, mais argumentées, on doit l'avoir. C'est quand même pas normal qu'on n'ait pas de débat à ce niveau-là. Et on a l'impression d'avoir une société divisée en deux et que tout le monde devienne à vous donner des fatwas sur la façon de faire. Tout le monde interprète l'islam. Tout le monde. C'est quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et bon, effectivement, le Maroc n'est pas isolé. Il y a tout ce qui se passe dans le monde. Mais je crois que le Maroc, on doit débattre et débattre sainement et de manière constructive. D'ailleurs, pour rejoindre un petit peu ce que Abdallah a dit tout à l'heure, et ce que vous avez dit en disant qu'il y a une régression par rapport à la parité, par rapport à peut-être la visibilité de la femme, dernièrement, des éditorialistes de la place ont argué que ce qui s'est passé avec l'affaire des déchets en provenance d'Italie et la ministre Hakima Haïté avait un fond, un relent comme ça, qui ne dit pas son nom, de machisme et de misogynie. Et que ça allait au-delà du scandale en lui-même, mais c'est parce que c'est une ministre femme qui porte justement cette décision, si je puis dire, qui a fait que la levée de bouclier a été si intense. D'ailleurs, certains ont fait remarquer que toutes les femmes ministres ont eu leur scandale dans ce gouvernement. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, Ça va être rapide. mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a eu des hommes aussi qui ont eu des scandales. Bon, oui. D'accord, mais c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une hargne et une certaine violence. Peut-être ça, je ne sais pas si je partage cet avis, mais en tout cas, ça a été dit ici et là. Je peux pas je ne l'ai pas analysé, donc je pense que la problématique du déchet, j'ai pas suivi le dossier, donc j'aurais du mal à l'analyser. Ça serait triste que ce soit lié uniquement parce que c'est une femme, et j'aimerais réellement être convaincue que c'est lié parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On traite des déchets qui doivent impacter l'environnement au même moment où on est en train de préparer la COP 22. Très honnêtement, j'aurais du mal à dire si c'est contre les femmes. Mais moi, ce que je pense, c'est que je sens, franchement, qu'on a besoin de reconquérir des sphères. Et elles sont et politiques et sociales. Et quand je dis sociale, je parle de toute la société. Et qu'elle soit rurale, urbaine, pauvre, riche, francophone, arabophone, amazirophone, on a besoin de débattre. Je crois que quand je dis débattre par Khoual Khaoui, mais vraiment confronter des idées, et puis surtout désacraliser un peu tout ce qui se dit au nom de l'islam. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Tout le monde... c'est des fatwas, mais il y a une religiosité malsaine et qui est triste parce que tout simplement, je pense qu'il y a beaucoup de disparités, il y a beaucoup de discrimination, il y a une absence de référentiel, il y a une source de hugra, une source d'envie de revanche et qui est pas bonne, Moi, c'est ma perception, c'est ce que je vis en discutant avec les jeunes et les enfants, quoi. On va passer à une rubrique de notre émission, c'est les face à face. Donc Wadia, vous avez 3 minutes. Et Madame Jude aussi 3 minutes pour répondre. Là, je vous ai préparé quelques questions qui vont reprendre un petit peu les différentes thématiques qu'on a évoquées. Puisque vous êtes dans l'univers de l'enfance et donc vous abordez ce domaine-là depuis des années, je voulais savoir dans un premier temps, qu'est-ce que vous avez gardé de l'enfant que vous étiez? Oh my God. D'abord, ce que j'ai gardé de l'enfance, de ce que j'étais, c'est que j'avais un rêve. Et ça, c'est vrai. J'avais un rêve, j'avais vu Il était minuit, Dr Schweitzer, ce film. Et je voulais être un médecin autrichien qui allait en Afrique et qui utilise le soin pour régler les problèmes sociaux. Et je m'étais dit, c'est ce que j'allais faire. Et je suis ravie de l'avoir fait parce que le soin a développé, je pense que c'est un des meilleurs accès pour les relations sociales. Qu'est-ce que vous avez perdu en revanche de votre jeunesse que vous aimeriez retrouver?
Qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais être un peu plus... je suis fatiguée, je vous le dis très honnêtement, fatiguée physiquement et puis avec l'âge. Et j'aimerais retrouver mon dynamisme d'antan où je démarrais au quart de tour et réveil. Est-ce que ce sont les blessures de l'enfance qui vous ont poussé à vous orienter vers la médecine pédiatrique? Je ne me suis pas fait psychanalyser, mais ce qui est arrivé, c'est que dans mon cursus pédiatrique, vous savez, vous avez des stages, Oui. et j'ai fait toujours, c'est pas par choix au début, il y avait des stages, Service c'était pédiatrique. l'enfant. Et au début, j'hésitais entre pédiatrie et psychiatrie. Et j'adore les enfants parce que c'est évolutif et qu'ils vous interpellent et qu'ils vous remettent en question. Alors, sachant qu'il n'y a que 24 heures, tout le monde le sait, dans une journée, qu'au regard de vos différentes activités, on en a eu un aperçu tout au long de cette émission, vous avez 24 000 choses à faire au quotidien. Comment est-ce que vous faites pour tenir le coup? C'est l'adrénaline et c'est la révolte. Il y a de la révolte et aussi c'est quand je vois qu'un enfant a réussi, quand on a investi et qu'il y a de la réponse. Parce qu'on n'oublie jamais, on est assis, mais il y a des enfants. Il y a des enfants pour lesquels tout était perdu. Il a suffi d'appuyer sur le catalyseur et il a foncé. C'est ce regard qui pétille et qui scintille qui me pousse à avancer et à faire plus. Et justement, est-ce que vous gardez des nouvelles, puisque ça fait maintenant 22 ans que vous avez créé Beiti, des nouvelles d'enfants que vous avez accompagnés? Vous savez ce qu'ils sont devenus? Il y en a combien au total, quoi? Au 19 total, 000 à peu près, largement plus, parce que c'est à peu près 300 et quelques enfants par an. Et là, je reviens à Beiti. Donc après toutes les années, là, je reviens. J'étais en personne ressource, mais là, je reviens au bureau de Beiti aussi en tant que vice-présidente. Et je tiens à remercier Dr Chouaib qui préside cette association. Beaucoup d'enfants, et c'est là où je suis contente, c'est les liens, parce qu'on nous appelle et on dit X a eu un enfant, X est arrivé là, et c'est super chouette parce que à un moment quand vous êtes fatigué et c'est Abdrassar qui vous appelle ou Nadia qui vous appelle, c'est magnifique. Qu'est-ce que la militante associative Najat Mjid reprocherait à la maman que vous êtes? Il faudrait le demander à mes filles. Donc, si elles étaient là, elles vous diraient mes cas de vérité. Qu'est-ce que je fais? C'est que la maman que je suis, peut-être que j'ai pas été très disponible, que j'ai engagé mes filles très tôt, mais j'en suis pas malheureuse parce qu'elles sont clairement très engagées, franc-parler, pas toujours facile à gérer, mais. Et inversement, qu'est-ce que la maman Les 3 minutes sont aurait finies. à dire, dernière question, Allez. aurait à Je vous redire accorde sur cette- le travail de la militante pour conclure? Bon, un mot. Je peux encore faire plus, en ayant un peu plus d'énergie et de santé. On passe aux 3 minutes d'Adalé. Alors, moi, je voulais vous poser une question, peut-être un petit peu taquine, peut-être que c'est une question qui va un peu vous déranger, mais je vais quand même la poser. Posez-la. Aujourd'hui, avant, ou peut-être aujourd'hui aussi, une des spécificités de la société civile marocaine, c'est une société dynamique, qui se saisit de problématiques sociétales, qui monte au créneau, qui fait valoir des arguments, qui défend ceux qui n'ont pas voix au chapitre. La société civile permettait ou permet encore de relayer le pouls de la société. Peut-être à la plus haute autorité de l'État. Une mission que la classe politique, la classe dirigeante en règle générale ne remplissait pas de façon efficace. Or aujourd'hui, on assiste à une révolution numérique. Twitter, Facebook, une opinion publique est en train de se créer. Les gens parlent directement sans avoir besoin de corps intermédiaires. Il y a les cybermilitants, il y a les influenceurs, il y a le Marocain lambda aujourd'hui qui a voix au chapitre, qui peut exprimer son opinion. On l'a vu avec l'affaire de la raclette géante, etc. Le pouvoir a répondu à ces gens-là. Dans cette configuration où le peuple peut discuter avec ses dirigeants, ou en tout cas avec l'épicentre du pouvoir, quel est le rôle de la société civile? Je pense que d'abord, la société civile n'a Est-ce pas qu'elle eu... sert toujours à quelque chose? La société civile n'a pas eu comme vocation de se substituer aux... On n'est pas élu, donc ça c'est important. Et on n'a pas à se substituer à eux. Je crois qu'on est là pour accompagner les voix qui ne sont pas entendues, les voix qui sont invisibles, et les renforcer pour leur donner l'accès. Mais ne pas parler toujours au nom d'eux. C'est pour ça que je parlais depuis tout à l'heure, c'est l'empowerment des enfants et des jeunes. Et ils ont des choses à dire. On ne doit pas se substituer à eux. C'est ça le vrai débat. Maintenant aussi, les associations, la société civile, elle est hétérogène. Il y a à boire et à manger. Et je crois qu'il y a aussi des remises en question à avoir dans nos façons de fonctionner, notamment bien sûr en investissant, et il y a beaucoup de plus en plus d'associations qui investissent l'espace Internet et des réseaux sociaux, mais je suis ravie qu'il y ait un droit de pétition qui est dans la Constitution, qui est consacré par la Constitution. Et je pense que la société civile sera toujours un relais pour ceux, clairement, pour lesquels leur voix n'est pas entendue. Et il y en a encore beaucoup. C'est une minute. Alors, je voulais vous dire, en fait, on parle beaucoup de transition politique. Alors, PJD, PAM, conservateur, plutôt moderniste. Est-ce qu'on se trompe de débat? Est-ce que la transition n'est pas une transition de genre? Est-ce qu'il ne faut pas donner le pouvoir aux femmes aujourd'hui? C'est-à-dire, toutes les études démontrent que la femme, à poste égal, est moins tentée par la corruption. Elle est beaucoup plus méthodique, beaucoup plus organisée.
On voit, il y a des expériences où des femmes ont été à la tête de grandes entreprises qui ont réussi. Ailleurs, des femmes gèrent de grands pays de façon efficace. Est-ce que c'est cette transition-là qui nous manque? Et est-ce qu'on pourrait imaginer un gouvernement où vous siégerez peut-être avec Amina Ben Khadra, avec Mariam Ben Salah? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est une utopie? Ou est-ce que c'est En tout cas, pour moi, j'en rêve pas. Donc déjà, je suis pas sur la liste parce que j'aime ce que je fais. Maintenant, je pense qu'il faut faire. Je pense que ce qui est important, c'est l'égalité des chances. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, homme, demain, femme, c'est l'égalité des chances et des opportunités. Et je suis désolée, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes qui ont été discriminés. Clairement, pas la même égalité des chances, pas la même égalité des opportunités, et arrêter toutes les discriminations contre les femmes. Et c'est là où la PAL de l'autorité revue et corrigée avec, en étant une autorité de saisine, une autorité réellement d'autosaisine et de protection des femmes et de leurs droits et de lutte contre les discriminations, a une raison d'être. Les 3 minutes sont terminées. Je voudrais vous poser une question. Ça fait 25 ans que vous êtes sur le terrain. Vous faites ce travail-là. Un peu plus? Oui. Oui, d'accord. Vous êtes une figure de la société civile. Je n'exagère pas si je dis ça. Vous êtes une figure de la société civile marocaine sur cette question-là de la protection de l'enfance. Et il y a d'autres femmes, d'autres hommes, bien sûr, qui sont de votre génération, qui travaillent sur des questions de protection de l'enfance, protection de la femme, droits et libertés. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relève d'une génération plus jeune que vous? Alors, au début, je vais vous dire très honnêtement, au niveau associatif, je parle de domaine de l'enfance, c'est celui que je maîtrise le mieux. J'étais très inquiète parce que je pensais qu'il n'y avait pas de relève et on se fatigue. Effectivement, c'est une sensation. Et là, parce qu'il y a, depuis 2 ans, on a travaillé sur la politique publique intégrée de protection de l'enfance, on a mobilisé beaucoup d'associations, on a mobilisé aussi les réseaux de jeunes pour qu'ils soient acteurs. Et j'étais ravie de voir clairement qu'il y a des jeunes qui ont pris la relève. Et des jeunes, pas obligatoirement dans les grandes villes, Casa, Rabat, il y a des jeunes qui sont en train de prendre la relève. Maintenant, il faut les outiller. Il faut qu'on les accompagne. Et c'est pas évident parce qu'il faut du temps. Il faut des moyens. Franchement, c'est quelque chose qui est en plus. Je pense qu'au niveau des femmes aussi, on a des militantes, effectivement, il y a eu des figures de proue qui sont encore là, et je pense qu'il y a de la relève. Mais là où je pense que c'est important, et c'est une question que je me pose et à nous toutes, et je crois qu'il est important qu'on réfléchisse comment attirer des jeunes, pas vers nous, mais réellement juste donner un peu un effet où vous êtes en backup, vous poussez et vous revenez en arrière. Je crois que c'est important. On va passer à vos choix. Vous avez choisi une image et une phrase. Je passerai l'image d'abord. D'abord, est-ce que vous pouvez donner une petite explication de cette image qui apparaît sur l'écran? Alors ça, c'est l'année dernière. C'était à l'occasion du 20 novembre, qui est la journée des droits de l'enfant, et c'était tout un groupe d'associations et d'enfants qui ont décidé de marquer cette journée et qui ont fait une marche sur la côte. Et je tiens à expliquer que c'est pas uniquement des enfants d'associations, c'était des enfants de tous bords, migrants inclus, des enfants de tout âge, de tout sexe, et c'est leur texte, c'est leurs mots, et qui disaient ne piétine pas nos droits, parce que clairement et nettement, ils sont très conscients de leurs droits, et ils aimeraient qu'on arrête de faire des discours de grande envergure et qu'on s'engage réellement et concrètement, parce qu'il n'y a pas pire que de dire à l'enfant, oui, l'enfant c'est important, c'est l'avenir, mais c'est le présent. C'est maintenant, c'est pas demain. Ouais. Je passe aussi, on parle d'autre choix, c'est une phrase. On reste toujours dans le domaine de l'enfance. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Antoine de Saint-Exupéry. Oui, Antoine de Saint-Exupéry. C'est dans Le Petit Prince? Oui. D'accord. Mais je pense, parce que d'abord, c'est une citation que j'aime. J'aime bien celle de Khalil Gibran aussi. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Il y a eu beaucoup de citations, mais celle-là, je l'aime parce que mes filles l'aiment aussi. Ça, c'est le premier point. Et je pense que quelque part, il est important qu'on garde un petit peu d'enfance en nous. Quand je dis d'enfance, c'est pas être bête. C'est l'enfance dans tout ce qu'elle a de plus noble, tout ce qu'elle a de plus vivant, tout ce qu'elle a de plus nous projeter dans le futur et ne pas oublier ce qu'on a été, parce que ça nous éviterait de passer aujourd'hui 1 heure à débattre de ce qui aurait pu être évité. 1 heure, il est passé vite. On arrive à la fin de cette émission. Madame Najat Mjid, je vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je tiens à remercier aussi Wadi Adada, Reda Dalil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était la dernière émission de Confidence de presse de cette saison. On se retrouve à la rentrée en septembre. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et à très très bientôt. Merci.